Léa est à côté. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. Comme me le disait notre ami Jean-Pierre Blanc il y a 2 minutes, c'est reparti. En effet, c'est reparti, ça recommence. Et de quelle manière, puisque c'est une rencontre Talking Head ce soir, vraiment d'une qualité et d'une importance toute particulière pour nous. Et c'est en effet la première de cette saison nouvelle, 2017-2018, si l'on accepte les Design Days, durant lesquels nous avons là aussi accueilli plusieurs très belles conférences, mais dans une modalité un peu plus classique. Ce soir, il s'agit vraiment des Talking Heads, c'est-à-dire d'une conversation amicale, connivante, peut-être un peu provocatrice par moment, comme on peut le faire entre bons amis ou en tout cas personnes qui se connaissent et qui s'estiment beaucoup, mais donc quelque chose de très vivant, qui n'est pas le mode de la conférence universitaire, mais de cette conversation au meilleur sens du terme. Soirée aussi très particulière parce que parmi le public ce soir, nous avons un aéropage incroyable de personnalités très importantes du monde de la mode. Je ne vais pas commencer à citer telle ou telle de ces personnalités, cher Jean, ou cher Léa, etc., car forcément, je ne saurais citer toutes les personnes que je viens de rencontrer dans le désordre, mais c'est vraiment une audience, comme on dit en anglais, tout à fait exceptionnelle ce soir. Voilà. Ce qui est encore plus exceptionnel, donc, sont nos invités qui vont prendre la parole, à commencer par Serge Ruffieux, que je ne vais pas présenter de manière précise, puisqu'il appartiendra en particulier à Jean-Pierre de le faire. Simplement nous dire que c'est évidemment pour nous un plaisir immense de vous accueillir. Merci. De vous accueillir d'ailleurs doublement, puisque pour la 2e année consécutive, et avec Léa Pecre, qui est à la tête du département, je rappelle, nous avons organisé cette situation où la personnalité qui a accepté de présider le grand jury qui officiera demain soir, participe à ces Talking Heads la veille. Voilà. Donc c'est un double événement et une double présence que la vôtre, Serge, dont je vous remercie, en rappelant que non seulement vous êtes une personnalité extrêmement importante du monde de la mode, à travers Dior et maintenant Carven, tout cela sera précisé, mais qu'il se trouve que vous êtes un ancien élève de cette école, avant même qu'elle ne s'appelle HEAD ou HEAD, un petit peu avant, car vous êtes jeune. HEAD, je crois. C'était déjà HEAA, d'accord. Oui, voilà. C'était juste avant qu'elle s'appelle HEAD, mais vous êtes l'une de nos fiertés. Voilà. Dans le domaine. Merci. Voilà. Donc Serge sera en conversation avec Jean-Pierre. Alors Jean-Pierre Blanc, je ne vais pas le présenter. Vous savez que c'est maintenant l'une des personnalités avec lesquelles nous travaillons de manière absolument continue. Tout le monde sait qu'il est le directeur fondateur du Festival international de la photographie et de la mode à Hyères, qui en est à plus de 30 éditions maintenant, et que Jean-Pierre, d'une manière assez miraculeuse, a réussi à transformer en l'un des événements les plus importants en Europe et dans le monde pour les jeunes créateurs de ces domaines, ce qui n'était quand même un pari pas absolument évident au moment où il a eu la belle folie que de le lancer. Voilà. Et nous avons beaucoup de chance d'avoir aussi Jean-Pierre à nos côtés au sein de ce département. Et puis Jean-Baptiste Talbourdet, que je rencontre pour la première fois ce soir, qui nous fait lui aussi l'honneur d'être présent pour cette situation. Il est directeur de création du magazine M, du Monde. Et évidemment, c'est une référence d'emblée. Cela va sans dire que Le Monde et que ce magazine est tout à fait épatant, que je lis très régulièrement. J'y suis abonné. Voilà, un de mes 2 abonnements.
il m'est venu du coup, une petite plaisanterie qui va vous faire sursauter d'effroi, mais enfin voilà, autant avouer sa médiocrité tout de suite. Le monde nous intéresse beaucoup, non seulement, je disais, au titre de sa qualité intrinsèque, mais parce que c'est un des organes, il me semble, où on parle le plus et le mieux de mode. Donc il m'est venu cette petite anagramme qui est le monde égale la mode puissance N. Voilà. Bien. On redevient sérieux. Ben voilà, je crois que j'ai fait les petites présentations que je voulais faire et les remerciements sincères, bien qu'ils soient d'usage. Merci Léa aussi, bien sûr. Et ce que voulais-je dire encore ? Oui, pour finir, les deux prochains rendez-vous de ces talking heads, et ensuite je vous laisse définitivement la parole, mais quand même notez ces prochains rendez-vous. Ils ne sont pas minces non plus, puisque le 8 novembre prochain, nous accueillerons Johanna Hadji-Thomas et Ralil Jorej, ce couple d'artistes, photographes, cinéastes tout à fait extraordinaires, avec lesquels nous travaillons maintenant depuis 6 ou 7 ans, et ils viennent de remporter le Grand Prix Marcel Duchamp il y a quelques jours au Centre Georges Pompidou à Paris. Mais nous sommes heureux de ne pas avoir attendu cette consécration pour en faire des proches et même des très proches de l'école. Et puis le 10 janvier prochain, nous accueillerons tout à fait un autre registre, mais l'école, comme vous le savez, est grande ou large en tout cas. Nous accueillerons Anna Sommer, qui est une merveilleuse illustratrice vivant et travaillant à Zurich, souvent présente à Genève. Je reviens là, je suis revenu au pas de course du vernissage de son exposition à la galerie Papier Gras, Lille. Très, très, très belle exposition de ses collages. Et donc Anna Sommer interviendra avec Yves Nussbaum, dit Noyau, qui est son compagnon de travail très, très souvent. Et donc ils feront cette intervention à deux, et c'est les deux rendez-vous que donc je vous propose à la suite des conversations de ce soir. Merci. Merci, monsieur le directeur, cher Jean-Pierre. Bonsoir à tous, bonsoir Serge, bonsoir Jean-Baptiste. Nous nous retrouvons ce soir, ça devient presque une habitude. On n'aime pas, il y a des habitudes que l'on n'aime pas, et en général on n'aime pas les habitudes, mais celle-là on l'apprécie particulièrement, parce qu'on se retrouve ici dans cette belle école qu'est la Aide, tout d'abord, et puis on se retrouve ce soir pour célébrer le génie d'un enfant du pays, il se trouve, mais on ne va pas célébrer son génie parce qu'il est l'enfant du pays, on va célébrer son génie tout court. Donc le génie de ce soir, c'est Serge Ruffieux. Il est né en 1974. On dit de lui qu'il est un designer suisse-italien. Il a fait ses études, comme Jean-Pierre le rappelait, en Suisse et en particulier à la Aide. Et puis sa vie de génie s'est transformée en rêve. Et donc c'est de ce rêve que vous avez tous, ou que l'on a tous, dont l'on va discuter avec Serge et Jean-Baptiste ce soir. Le rêve de la mode, le rêve de la création, le rêve du plaisir partagé, de l'émotion. Et vous allez voir au fil de notre discussion qu'il y en aura sûrement beaucoup. Alors je ne suis pas un spécialiste des conférences, je ne suis pas du tout un spécialiste de la mode, mais je suis là ce soir pour parler avec vous. Et ça me fait très plaisir, Serge et Jean-Baptiste, de partager ce moment familial, comme on le disait tout à l'heure. Alors, si on s'est mis d'accord dans l'après-midi, on va parler de 4 grands moments. Et pour parler de ces 4 grands moments, on va commencer par ce merveilleux moment qu'est l'enfance, souvent. Enfin, elle est merveilleuse par instant, et chez vous, Serge, on voit qu'elle l'a été. Donc on va parler de l'importance de ce que vous avez vécu en Suisse, dans votre famille. Et voilà, donc si vous voulez bien, on va commencer de cette manière-là, ces jolis moments autour de votre grand-mère, de votre tante et de votre maman. D'accord. Donc pourquoi merci pour le génie. Comment commencer ? Oui, donc la mode, si on peut parler de mode ou d'envie de travailler ou faire du style, est venue très tôt. Et je pense que c'était vers l'âge de 8 ans où j'ai commencé à
à jouer, on va dire, avec des mouchoirs en papier, à les faire, les défaire, les coudre, et à faire comme entre l'origami et des vêtements, et évidemment minuscules. Et c'est à ce moment-là, peut-être aussi par ma grand-maman et ma tante Clémentine, qui travaillait chez Schiaparelli dans les ateliers quand elle était très jeune, m'ont un peu donné joie et envie de faire ça. Je ne sais pas, c'est venu assez naturellement. Je ne sais pas s'il faut parler de ça. Bah oui, comme ça. Nous, ça nous fait plaisir d'en parler parce que c'est quand même rare qu'à 8 ans, on ait cette vision des choses, en particulier qui consiste à construire des collections avec du papier. Et ça nous faisait plaisir d'en parler parce que c'est une jolie image, en tous les cas, qui arrive en tête. Mais au-delà de ces robes en papier, il y a une autre passion qui va arriver, je crois, derrière moi, c'est que très tôt, tu as eu comme une espèce de vision des choses de la mode et, par exemple, ce plaisir de reconstituer des scènes de défilé en Playmobil ou en Lego. En fait, je pense que tout l'imaginaire de la mode a commencé à me perturber ou à m'exciter. Et c'était à Paris, c'était pas le glamour, mais c'était... je pense la création plutôt, et le vêtement. Alors j'étais un peu obsédé par les shows, par même le backstage, qui est une chose que j'aime beaucoup dans notre métier, aussi tout ce qui se passe à l'atelier, dans le studio. Et donc je recréais des scènes, donc avec des Playmobil. Quand on a 8 ans, ou les Lego, et je m'amusais un peu tout seul avec ces mouchoirs et ces petits détails-là, en accompagnant ma grand-mère ou ma mère chez Clémentine ou ailleurs pour refaire les tailleurs sur mesure. Donc il y avait tout un truc comme ça qui était déjà tout autour de moi et qui nourrissait je sais pas, ou mon vide, ou alors le besoin de rêver, en fait, et de penser déjà à quelque chose de créatif. Oui, mais on en parlait tout à l'heure, c'est aussi ce pouvoir formidable de cette profession que l'on appelle communément la mode, que de faire rêver et de donner envie. Il se trouve que ça donne souvent envie, comme ça, quand on est à l'extérieur du système, au travers des magazines en particulier. Et je pense que ça a été quelque chose de très important pour vous aussi, que de rêver et de fantasmer au travers des magazines. Oui, parce que à la Vallée de Joux, c'était aussi important de trouver quelque chose comme un échappatoire, et aussi pour rêver. Et donc je collectionnais un magazine qui s'appelait Paris, déjà à l'époque, qui existe encore, je crois, qui était sur Paris, ce qui s'y passe, ce qu'on y voit, les expos, les soirées, et la mode en l'occurrence, et la culture. Et donc je l'achetais, et ainsi que vers 10 ans, je pense, le Glamour, qui est un très bon magazine, qui était un très très bon magazine à ce moment-là aussi. Parce qu'il faut aussi, il faut rappeler que c'était le milieu des années 80, donc, que Instagram n'existait pas, que les réseaux sociaux n'existaient pas, et que le moyen de rêver, c'était à travers notamment les magazines et j'imagine la télévision, et que donc quand on voit cette photo qui est une photo de ton enfance, un Polaroid, donc du premier défilé Saint-Laurent Playmobil, la première collaboration, donc ça remonte, les collabs en fait. T'as 8 ans, t'es en Suisse, là. On n'est pas encore dans l'ultra Instagram, image, tout ça, et donc t'es à 8 ans déjà, tu fais ça, et donc c'est pas anodin, moi je trouve, en tout cas, il y a quand même déjà... C'est marrant, parce qu'on n'en a pas... on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais j'avais créé un magazine qui s'appelait Cocktail. Waouh. Et j'avais donc une photocopieuse à la maison, et donc je créais ce magazine. Je faisais, 15 exemplaires que je donnais aux voisins, et il y avait des articles sur la mode, c'était essentiellement sur la mode.
Voilà. CQFD. Voilà. Donc, avec mais c'est touchant parce que c'est vrai parfois on demande à des gens quand est-ce que ça vous est venu ou quand est-ce que vous avez voulu devenir président, etc. Personne n'arrive. Et là, par exemple, tu as une preuve, tu as un truc de voilà, déjà à cet âge-là, à cette période, cette datée, tu dis. On peut voir déjà qu'il y avait un tropisme ou déjà une vraie passion. Une obsession. Ouais. Oui, et c'est même intéressant dans la construction de cette image, dont on reparlera tout à l'heure. Il y a le décor du sol, par exemple, qu'on peut apercevoir sur la photographie. Jeu de cartes. Voilà, un jeu de cartes. Tu disais qu'il y avait le backstage qui était reconstitué aussi. Oui. Voilà, c'est quand même extrêmement précis. C'était dans le détail. Ouais. Et dans le détail, on y reviendra tout à l'heure. Donc voilà pour cette première approche de l'univers de Serge. Donc en Suisse, cette passion d'enfance qui, assez naturellement, évidemment, le conduit à vouloir intégrer une école de mode. Et l'école de mode qui est naturelle d'intégrer en Suisse, c'est bien sûr l'école qui ne s'appelait pas la Aide à l'époque, mais qui aujourd'hui s'appelle la Aide. Et donc c'est l'apprentissage du métier, de la rigueur. Est-ce que tu peux nous raconter Oui. Alors avant l'école, j'ai quand même fait une formation qu'on appelle en Suisse couturier pour dames. Je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça. 3 ans dans un atelier à Nyon, à côté d'ici. Et suite à ça, j'ai fait que j'ai réussi avec brio d'ailleurs. Et suite à ça, j'ai fait l'examen d'entrée de la Aide. Et heureusement, j'ai pu accéder à l'école et que j'ai fait 4 ans. Je crois que j'ai redoublé une année, en fait. Donc je l'ai fait en 4 ans. Et cette année, la dernière année, je me suis plutôt axé sur les stages à Paris. D'accord. Et tu as un souvenir comme ça qui te reviendrait particulier de l'école ? Ah oui. Moi, évidemment, je me souviens des locaux, je me souviens de toutes ces choses-là. Moi, surtout ce que l'école a fait pour moi, c'est que j'étais quelqu'un, à la Vallée de Joux. J'étais un autre quand j'ai fait la formation de couture. Petit à petit, j'étais peut-être plus lent, mais je me suis construit comme ça, un peu tout seul. Et la Aide m'a aidé ou m'a fait ressortir. Enfin, on avait égyptologie, histoire de l'art, etc. J'ai fait de la photo. On a la chance, j'imagine encore mieux maintenant, mais on avait la chance de pouvoir accéder à tous ces toutes ces catégories et tous les autres élèves. Et donc, c'était la rencontre avec les autres personnes qui étaient très importantes et qui m'ont nourri aussi, en fait, qui m'ont fait... qui m'ont beaucoup donné. Voilà, ça c'est mon premier souvenir, c'était d'école, c'était montrer qui on est, je sais pas. Avant, c'est un peu autre chose. Oui, c'est une construction, évidemment, oui, une formation. C'est assez basique, mais finalement, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi, et c'est voilà. D'accord, donc après cette période d'apprentissage à la Aide, comme c'est souvent le cas, il y a des stages et comme c'est souvent le cas aussi, ça se passe à Paris. Et donc du coup, Serge, si tu veux bien nous raconter ton premier stage à Paris et cette espèce de billet aller simple pour Paris qui t'a C'était un stage, j'ai réussi à avoir un stage par une assistante de l'école dans une maison qui, à la base, n'était pas mon préféré. Et c'était Thierry Mugler. Mais oui, c'est très bien. C'est enregistré, attention. Non, mais ça va. Oui, non, mais ça n'a rien à voir. J'ai accepté parce que de toute façon le maître était là et c'était fantastique. Donc j'ai fait un stage de seulement 2 mois à son studio. Mais c'est vrai que mes désirs et mes goûts avaient évolué d'une autre manière grâce à l'école aussi et moi.
Et donc après, j'ai fait d'autres stages aussi, mais c'était la découverte des gens, du créateur, du milieu pour la première fois, et ça, et de Paris en fait. Donc ça, c'était un peu un choc en fait, parce que je me sentais quand même, on est quand même très protégé dans notre pays ici, et peut-être que moi j'avais peut-être peu voyagé et peu fait de choses, et c'est l'école qui m'a beaucoup ouvert. En fait. Et du coup, Thierry Mugler, c'était en quelle année? Ça veut dire que c'était dans la grande période du studio qui était rue aux Ours. C'était rue aux Ours. Avec les fêtes et donc tout ce qui allait avec déjà à cette époque-là. Oui. C'était rue aux Ours. Et, effectivement, on dormait peu, on buvait beaucoup de champagne. Et c'était la mode vraiment des années 90, je ne sais pas, où on travaillait, et on s'amusait aussi beaucoup, et on recommençait très tôt, et ça recommençait, et c'était enivrant, mais dans tous les sens du terme. Et pour moi, d'arriver enfin dans le milieu que j'ai rêvé, en fait, depuis toujours, hein, depuis 8 ans, l'âge de mes 8 ans, c'était un peu un... ça m'a vraiment perturbé. Hein. Et tout à l'heure, et je suis resté, j'y suis resté. Quoi. Non, mais je suis resté après à Paris, et je voulais plus revenir. Ouais. Donc j'ai découvert mes meilleurs amis et la vie, en fait. Ouais. Voilà. Mais en même temps, commencer chez Thierry Mugler dans les années 90, pour apprendre le métier, c'est exceptionnel. La maison était organisée d'une manière incroyable, il y avait des moyens phénoménaux. Voilà, c'était la fête, la rue aux Ours, le studio était à 100 mètres des bains-douches. Non, mais pour situer les choses, et c'est une période de Paris absolument incroyable. Voilà. Et donc après ces premiers stages, il y a le premier boulot. Oui, donc j'ai eu Mugler, Lacroix, Martin Titbon et quelques autres. Et après, je me suis dit, bon, je veux travailler à Paris. Donc j'ai eu plusieurs entretiens, mais c'était très compliqué parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas travailler en France et en Suisse. Ou alors il fallait beaucoup de papiers, et on ne voulait pas nous engager. Donc je suis parti en Italie, et là c'était beaucoup plus facile, et j'ai eu mon premier job chez Moschino, où je me suis occupé de la ligne Cheap and Chic pendant 1 an. On était 2 designers, et là pas de stagiaires, on est designer tout de suite, on est au sein de l'industrie, de l'entreprise, de la création, parce que Moschino est une maison quand même très créative. Donc bon, Franco malheureusement était parti quelques années auparavant, donc je l'ai pas connu, mais j'ai œuvré pour cette belle maison pendant 3 ans et demi, et je crois que si je peux encourager même aussi les étudiants de partir aussi, pas qu'en France, mais en Italie, c'est aussi des belles expériences de début de carrière, je trouve. Parce que c'est aussi peut-être plus petit, Milan, c'est basé essentiellement sur la mode, et il y a tous les étudiants du monde qui viennent aussi. Donc c'était assez rigolo de tous se retrouver avec les mêmes envies. En même temps, c'est aussi une maison exceptionnelle et iconique. Donc de ce que vous racontez, d'y avoir passé 3 ans, c'est formateur. Enfin, on est peu de temps après l'école, et du coup, c'est vraiment un début de carrière extraordinaire qui se met en route. Et du coup, la carrière, elle continue, et elle va revenir à Paris avec un deuxième travail important qui, je pense, a beaucoup compté dans votre vie. C'est votre rencontre et votre travail aux côtés de Sonia Rykiel. En fait, j'avais fait un stage aussi de 3 mois chez Sonia au studio, avec tous les Anglais de l'époque qui étaient au studio, et qui étaient aussi des jolies années. Et ils m'ont recontacté quand j'étais donc en Italie. Et j'ai pas pu refuser, parce que j'ai fait l'aller-retour pour aller voir Sonia, et qui m'a dit, allez, viens.
revient. Et je pensais qu'elle m'avait oublié, et non, en fait, je ne l'avais pas laissée indifférente. Et j'ai vécu presque 6 années avec Sonia, et c'était, comme je dis toujours, le « je t'aime, moi non plus ». On s'engueulait tous les jours, et on se chamaillait tous les jours, et parce qu'elle aimait ce rapport de force dans la création, le besoin d'échanger tous les jours comme ça, et de recommencer aussi tout le temps. Et donc j'ai eu ce rapport avec elle qui était très fusionnel, et à la fois donc c'était comme une mère juive, ou ma boss, une créatrice, et puis comme elle disait aussi tout le temps, une femme. Alors voilà, enfin, elle m'a beaucoup donné, mais enfin je me suis beaucoup investi aussi évidemment avec elle. C'était magique. C'est une de mes plus belles rencontres, je pense, avec d'autres gens, mais d'être au quotidien à côté, je sais pas. C'était génial. Super. Et donc c'est d'une certaine manière le rêve qui se rapproche encore plus, puisque après les années Sonia Rykiel, il y a un petit intermède, si j'ose dire, de cette manière, avec une collaboration dans une maison que j'aime beaucoup, qui s'appelle la maison Cacharel, dont on ne parle pas très souvent, mais qui a une histoire dans le Sud en particulier et dans la mode particulière. Et du coup, voilà, après Sonia Rykiel et avant Dior, dont on va parler tout à l'heure, il y a ce moment Cacharel. Oui. Bon, parce que moi j'avais besoin, donc après ces 5-6 années auprès de Sonia, d'exister autrement. Et j'ai eu la chance de travailler avec Ele Kishimoto, qui sont 2 jeunes créateurs anglais et japonais, un couple, qui donc faisaient à cette époque-là Cacharel. Donc je ne suis pas resté très longtemps, malheureusement, mais parce que j'avais des propositions de Dior qui étaient déjà derrière, mais bon, c'était une maison aussi. Peut-être que je suis arrivé dans un moment compliqué où les choses étaient peut-être plus difficiles pour les créateurs dans la maison d'exprimer, mais en tout cas de travailler auprès de ces deux là que j'aime beaucoup. C'était un chaotique organisé. Super. Voilà. Et du coup, après la famille Rykiel, après la famille Cacharel, il y a une nouvelle grande famille qui s'ouvre à vous. On vous appelle, vous allez raconter la manière dont tout ça s'est passé. Ça a pris du temps, mais oui. C'est une des maisons les plus emblématiques de notre profession qui fait appel à vous. C'est la maison de Christian Dior. Et c'est une rencontre encore avec une famille qui va s'ouvrir, et en particulier avec ce créateur exceptionnel qu'est John Galliano. Oui. Alors bon, ça a pris du temps. Hein, j'ai eu 9 mois d'entretien pour avoir le job. Je crois qu'ils ont vu la terre entière des designers qu'il y avait dans toutes les maisons. Et voilà, donc j'ai rencontré, je crois que j'ai fait 15 rendez-vous. Le dernier avec John, qui était au mois de décembre, début décembre. Et le jour de Noël, ils m'ont appelé en me disant « c'est bon, t'as le job ». Et donc c'était assez rigolo, parce que le jour de Noël, et d'avoir enfin... J'étais très contente de ce que j'avais déjà vécu auparavant, mais d'aller chez Dior, c'était pas mal avec John. Et surtout que j'avais encore rien négocié. Donc parce qu'il y avait ça qui était aussi... et ils m'ont dit, c'est bon, tu commences dès que possible. Donc voilà, en janvier, on s'est vus. Et j'ai commencé, je crois, le 18 février. Pour ces 8 belles années... 1 an et demi avec John, donc c'est pas avec lui, mais 1 an et demi avec John, où il m'a...
c'est très difficile de trouver des mots parce qu'il est indéfinissable, il est génial. Et lui, c'est un génie. Et aussi. Merci. Et voilà. Bon, 1 an et demi. Et après, on connaît le chaos. On a eu une année sans personne où on a travaillé le studio main dans la main. Je pense qu'on avait à l'époque déjà relevé le défi aussi dans ces grandes. Oui. Oui, non, mais moi je me souviens, c'était spectaculaire quand même ce défilé où on sent cette confiance dans le studio. Oui, le dernier. Oui, même celui juste après le départ de John. Oui. Et on sent qu'il se passe quelque chose. Je me souviens très bien de ces moments-là. On sent alors que c'était pas attendu, on sent qu'à l'intérieur de la maison, et c'est Sidney Toledano qui en parle d'ailleurs très bien souvent, on sent qu'il se passe quelque chose. Et du coup, il y a une équipe à l'intérieur de la maison qui se met en place, et puis ensuite il y a l'arrivée de Raph Simons avec lequel vous allez travailler pendant 3 ans. Donc Raph arrive, donc on nous annonce comme ça que le studio va continuer, mais que des nouveaux collaborateurs vont arriver certainement, et un nouveau créateur. Et Raph Simons, moi j'étais ravi de toute façon, parce que j'avais une grande passion aussi pour Raph. Mais rien n'était gagné, parce qu'il arrivait avec pas mal de gens. Et on sait toujours qu'on est vite remercié ou au placard, enfin la mode, ou d'autres métiers d'ailleurs. Mais j'ai eu mes premiers rendez-vous, mes premiers entretiens avec Raph ont plutôt fonctionné. On s'est compris. Enfin, je l'ai compris. Et il m'a fait grandir. Il m'a donné une équipe. Les 2 premières années, j'étais avec son équipe. Et après ça, il m'a refilé le bébé, j'ai envie de dire, pour les collections hiver, qui étaient les plus grandes, parce qu'on avait trop de travail, parce que c'était 6-7 collections par an, ce qui est énorme. Donc on était là jour et nuit, comme vous un peu, non ? Et donc on a eu un roulement avec 2 équipes, une équipe été, une équipe hiver. Et l'équipe été, c'était Lucie Meyer qui avait rejoint le studio pas très longtemps, je crois 2 ans après, donc quand ça s'est scindé. Voilà. Et du coup, ensuite, après cette belle aventure avec Raph, il y a son départ inattendu. Donc, on s'y attendait pas. Ouais. Donc, on n'a pas remarqué du tout ce qui se passait. Donc moi je l'ai su un jour avant. Enfin, on l'a su un jour avant. On devait se taire. Et donc on était un peu choqués. Et voilà. Donc le premier mois était un peu compliqué. Après son départ, on ne savait pas tellement ce qui allait se passer. Et on ne comprenait pas surtout à quel. Je pense qu'eux-mêmes non plus n'étaient pas vraiment préparés. Alors je me suis dit, et c'était ça, en traversant la route pour aller chercher le déjeuner à Avenue Montaigne, j'étais avec Lucie, j'ai dit, il y en a marre, j'en peux plus, on va craquer, c'est trop difficile, qu'est-ce qu'on doit faire, pourquoi pas nous ? Et Lucie m'a un peu regardé, genre mais t'es fou, Et j'ai appelé tout de suite l'assistante de M. Toledano, qui nous a reçus le jour d'après. Mais pourquoi vous voulez me voir ? Écoutez, c'est quand même une situation de crise. Qu'est-ce qui se passe, etc. Et là, j'ai dit, Dior est à nous. On reprend Dior, on va s'en occuper, parce qu'on ne peut pas attendre, c'est trop ridicule ce qui se passe, etc. Et donc, évidemment, ils étaient un peu surpris du culot, je pense. Et 3 jours après, dans la plus grande discrétion, avec chauffeur, machin, on est venu nous chercher comme
en commando, très secret, pour aller voir M. Arnaud. Et on a rencontré M. Arnaud, on lui a présenté ce qu'on désirait faire avec Lucie, parce que c'était avec elle, parce que je savais pertinemment que de toute façon, on ne pouvait pas faire ça, je ne pouvais pas faire ça seul, et à deux, c'est toujours mieux. Enfin, c'est souvent intéressant, en tout cas. Et donc, on a fait ça, et on nous l'a donné. C'était une transition. Je pense qu'on savait que c'était une transition, même si par moments, on nous a fait croire d'autres choses. Mais on savait. Et ça nous a quand même... ça a ouvert nos carrières. Donc, cette maison nous a ouvert beaucoup de choses. Et c'était une très belle aventure humaine et créative. Donc vous avec avez beaucoup de pression. 5 collections en 9 mois. Oui, 5 collections, c'est énorme. Avec donc 4 défilés, on a fait 2 hautes couture. Comment ? Ça va. Oh, ça va être rodé. Oui, ça va. 2 hautes couture, 2 prêt-à-porter. Une croisée à Blenheim, ou à Londres, où Monsieur Dior avait présenté à la Reine et Yves Saint-Laurent, et nous après. Donc ça, c'était un peu magique aussi. On s'est sentis très privilégiés. Et la dernière haute couture du mois de juillet, on savait que c'était la dernière, qui a été aussi assez remarquée. Donc on était heureux parce que on n'a pas fait ça pour rien. Du coup, c'était, on peut dire, un peu comme une nouvelle naissance, en tous les cas dans la mode, oui, après cette aventure. Et je pense qu'il y avait, alors bon, certains ont dit oui, ils continuent sur le parcours de Raph, etc. Ils ne se détachent pas vraiment des codes, mais moi je pense qu'on a apporté quand même une différence. On s'est libéré au fil des collections, on a affiné notre patte à deux. La mienne et la sienne ensemble, et c'était un vrai discours, un vrai échange créatif, et avec les équipes aussi. C'était très difficile pour les équipes qui étaient en place, parce que tout le monde se posait la question, vous allez rester, vous n'allez pas rester, est-ce qui va venir, et voilà, donc c'était avec beaucoup d'émotion, et humainement avec les équipes c'était aussi fantastique, et je crois qu'on a réussi à créer un vocabulaire à nous, pour la maison, avec les codes de la maison, les besoins, parce que c'est une maison avec beaucoup de besoins. C'était aussi la première fois finalement qu'on faisait un 360 degrés, à penser à l'image, la chaussure, le bijou, le sac, la fille. C'était plus Raph, c'était plus John, c'était nous, donc... Voilà, donc on a créé notre identité. Mais moi, je voudrais revenir justement sur, en fait, presque résumer tout ce qu'on a dit. Et c'est quelque chose pour moi qui est très important. Et la première fois que j'ai rencontré Serge, c'est un des premiers trucs dont on a parlé, bizarrement, c'était de dire que tu avais appris ton métier. Et pour moi, c'était quelque chose de très important parce qu'en fait, tous ces stages, toutes ces entreprises, ces maisons dans lesquelles tu es passé, on a tendance aujourd'hui à avoir beaucoup de... Et il n'y a pas de règles au final. Et par exemple, pour les étudiants, c'est important de, je pense, continuer à dire, de faire des stages, d'aller dans des maisons, d'apprendre son métier, parce que c'est quand même un métier qu'on a besoin de connaître avant de se lancer, même si ça peut marcher de lancer sa marque, et ça marche, parce qu'aujourd'hui, on est dans une économie qui va quand même très vite, où on a besoin de nouvelles choses, on a besoin de nouveaux créateurs, et qu'il y a une espèce de folie souvent qui arrive. Mais des gens qui apprennent leur métier et des gens comme toi qui ont appris, il y a un moment, voilà, tu te libères et tu... Oui, mais moi j'avais ce besoin d'apprendre par les autres et envie d'être dans des maisons. J'avais pas envie de créer ma marque, en fait. Ça ne m'intéressait pas. En revanche, ça m'intéressait d'être directeur artistique pour une maison avec une histoire. Et c'était depuis les Playmobil, c'était ça qui m'excitait, c'était d'avoir le nom de quelqu'un et moi derrière. C'est vrai que c'était pas le défilé de Serge Ruffieux, les Playmobil. Non. Et parce que voilà, donc oui, le parcours, besoin d'apprendre, de voir les autres à l'œuvre et de les observer. Et peut-être pour plus tard, comme maintenant, me mettre après, moi en apprendre auprès des grands, surtout aussi, voilà. Parce que c'est ça qui compte. Enfin, c'est toujours mieux d'apprendre auprès de Sonia Rykiel. Mon rêve, c'était être à côté d'eux. Mais
Moi, je pense quand même qu'il y a un élément dont on va parler dans la deuxième partie de cette présentation qui va concerner la maison que tu diriges aujourd'hui, c'est la passion et l'amour de la mode. On ne peut pas faire la carrière que tu as fait sans ça. Et les gens, tout à l'heure, quand tu parlais de John Galliano ou de Thierry Mugler ou de Raph Simons, ce sont des gens qui aiment la mode et qui savent transmettre cette passion de la mode. C'est une mode, on en a parlé tout à l'heure, qu'on peut assimiler à de la mode d'auteur, qui raconte une histoire, qui est chargée en émotions. Et il ne s'agit pas, en aucune manière, de simplement construire des vêtements et de les commercialiser. Et heureusement. Et du coup, c'est ce qui va faire cette aventure. Je pense qu'il y a la famille et l'émotion et l'amour de la mode. Et du coup, après Dior, donc, il y a une nouvelle page qui s'ouvre, qui est celle qui te concerne, qui vous concerne aujourd'hui, puisque vous travaillez ensemble dans cette maison, qui est une maison française, la maison Carven. Et du coup, c'est la nouvelle aventure. Tu disais tout à l'heure que chez Dior, à la fin, vous faisiez tout à 360. Ben là, du coup, dans la maison, c'est pareil. Sauf qu'on est passé d'une immense maison, enfin d'une très grande maison en termes et de business et d'organisation, à une petite maison à taille humaine, ce qui te correspond. Et là, une des premières choses que tu as commencé à faire en arrivant dans cette maison, donc en étant nommé nouveau directeur artistique de la maison Carven, c'est de construire une équipe et surtout une famille. Une famille. Voilà. Qui pour moi, et à notre époque aussi, maintenant dans ce qu'on est en train de vivre avec la mode, est très important. Et la première chose que j'ai souhaité faire, c'était m'entourer des personnes avec qui je pense pouvoir partager et échanger ma vision sur la marque et comment l'amener ailleurs. Alors là, c'est frais. C'est tôt, hein, je ne peux pas encore trop argumenter dessus, mais c'est pour ça que pour moi c'était important d'avoir la jeune génération et c'est pour ça que jeune génération. C'est pour ça que Jean-Baptiste est là parce qu'il est le directeur artistique image avec qui je travaille et une autre personne qui n'est pas là mais qui s'appelle Elodie David qui est styliste. Aussi une étoile montante. La jeune génération. Plutôt franco-français. Hein, c'est vrai. Mais c'est un hasard, finalement. Oui, il vaut mieux dans ce cas-là, toujours. Ouais. Et donc, ensemble, on a. Moi, j'avais le désir de tout de suite, en arrivant chez Carven, de mettre cette fille dans la rue, la teaser un peu, qu'on reparle de la maison, comment dire, à nouveau que ça suscite un peu d'intérêt. Parce que j'ai l'impression qu'on avait un peu perdu l'intérêt pour cette maison et on a décidé avec Jean-Baptiste ensemble, en travaillant ensemble, de le rendre quelque chose un peu urbain. Donc c'est la première campagne de teasing qui oui, tout à fait. C'était à la base un teasing. Donc c'est vrai que Serge, on était sur la préco à ce moment-là. Donc on ne voulait pas non plus trop dévoiler le vêtement parce qu'il y avait la collection numéro 1 car elle est arrivée en septembre-octobre. Et donc l'idée c'était vraiment de partir sur des images plutôt évocatrices, quelque chose qui allait commencer à dévoiler un univers. Donc c'était cette bourgeoise, mais cette bourgeoise, on a longtemps débattu le terme. Je crois. Ah oui, on est parti en début février en conversation, puis en juin on a shooté, donc on a fait 4 mois de alors, la bourgeoise pas bourgeoise, est-ce qu'il y a un autre terme, à la fantasque, non plutôt excentrique, plutôt, donc voilà, mais moi j'adore travailler comme ça, c'est vrai que je préfère avoir des conversations avec les gens. Et c'est comme ça que se construisent les histoires finalement. Et avec Elodie, avec Serge, on a beaucoup parlé pour arriver à ça. Et l'idée était vraiment de remettre cette fille dans un univers au début urbain, parisien, parce qu'une maison parisienne, et de montrer un Paris quand même différent. Paris dans Paris. Ouais, exactement. Un Paris Paris. Ouais, et puis le Paris qu'on vit aussi, parce que évidemment dans le monde entier, Paris, c'est la Tour Eiffel, c'est les Champs-Élysées, et voilà, il y a plein de clichés, et on a donc vraiment décidé d'aller mettre une maison qui a quand même
une image plutôt élégante, plutôt raffinée, parisienne. On aurait pu penser rive gauche d'ailleurs, le bureau est rive gauche, et on est complètement allé à l'opposé, Barbès avec la street photographie. C'est vraiment des références que Serge, tout de suite, les premières images que Serge nous a montrées, c'était des cadrages comme ça, des gens qui passent, il y avait cette espèce d'intensité dans l'image. Tu disais souvent l'intensité, je veux que ce soit intense, je veux qu'on sente... contraste. Ouais, exactement, du contraste, de l'intensité. Donc voilà, on est arrivé à tout ça. Un peu tendu, je voulais un peu de tendu, tension. Ouais. De tension. Mais qui colle bien en même temps à l'époque que l'on traverse, dans la vie et dans la mode. Oui, mais et pour moi, c'était justement très important de pouvoir ressentir cette tension et comment dire, ces contrastes. Donc ça, c'était la première campagne donc de teasing qui est sortie avant l'été, c'est ça? Qui est sortie avant le... Vas-y. Non, vas-y. On a une première partie qui c'était des affiches dans Paris. C'était donc sur les abribus pendant la Fashion Week Homme, pour que ça soit un peu avec les insiders là, qui voient un nouveau Caravane ressortir dans la rue. Et pendant la semaine de la haute couture aussi. Donc en juillet, la semaine d'après, pratiquement, avec d'autres visuels. Pour un peu annoncer le renouveau de la maison. Et on a annoncé dans quelques magazines, mais qui sont sortis en septembre. Et du coup, juste d'un point de vue pratique et historique, aujourd'hui, la maison est installée dans les locaux de l'ancienne maison Carven, ou ça a complètement changé? Non, ça correspond plus du tout à la... Ça n'est plus du tout dans les locaux. Non, c'est à Saint-Germain-des-Prés maintenant, derrière l'église Saint-Germain. Et je crois que c'était une petite usine La Durée auparavant. Voilà, donc on est sur 4 étages et c'est complètement désuet. Oui. Et du coup, dans la manière d'appréhender les choses dans cette nouvelle maison, il y a cette envie et ce goût de pouvoir faire le 360 degrés dont on parlait tout à l'heure, mais de le pousser le plus loin possible. On va parler évidemment du défilé qui approche, puisque là, on était sur la campagne qui était au mois de juillet. Le défilé avait lieu au mois de septembre. Et du coup, comment est-ce que vous avez préparé cette avancée du défilé? Quels ont été vos choix artistiques? Comment vous avez préparé ce moment? On a parlé. On a cherché plusieurs lieux. Il y avait plein de lieux. Oui, vous avez fait le tour. Voilà, je me souviens d'un week-end où on a beaucoup échangé par texto, en fait. Où j'étais à Nice, je crois, et je visitais la ville et les musées de Nice. Et je pensais je voulais mon endroit, enfin l'endroit pour Caravane, le nouvel endroit pour présenter la maison et pour me différencier aussi des autres, parce que c'est pas facile à Paris de trouver un endroit central pour que tout le monde soit content, les journalistes, les acheteurs, etc. Avant, après tel défilé, il y a beaucoup de contraintes qu'on oublie. Et j'ai trouvé la faculté de Jussieu. Je crois que tu étais là, Jean-Pierre. Et qui pour moi c'était très important, qui cet esprit et cette architecture et avec tous les étudiants, parce qu'on arrive, on a un peu mélangé avec eux, ils sont tous là, il y en a partout, et j'aime bien cet esprit démocratique. Donc c'était très important pour moi de défiler dans cet endroit plutôt froid, et d'essayer de le rendre plus chaleureux, plus intime, intimiste, avec des codes. J'ai réintroduit le verre avec Jean-Baptiste, qui un jour est arrivé avec... parce que le verre, il y a un verre Caravane, qui est un verre gazon. Qui est celui du logo. Qu'on a un peu revisité. À la base, il est beaucoup plus... Pas comme la plante, mais il est un peu vieillot, un peu passé finalement, si je peux dire. Il a vraiment... Et donc l'idée, c'était vraiment de lui redonner une modernité de le foncer et de l'éteindre pour apporter quelque chose d'un peu plus sombre. C'est pas sombre le terme, mais... Sapin. Sapin, forêt, sapin. Ouais.
Je vais donner la référence Pantone tout à l'heure, comme ça, ce sera plus simple. Et alors, du coup, moi qui ai eu cette chance immense de participer à ce moment, je voudrais que vous nous parliez, par exemple, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, donc il y a le choix du lieu. C'est capital, vous avez raison de le préciser. Il y avait eu des défilés très importants juste avant vous, donc il fallait évidemment... Vous aviez la pression d'une certaine manière. Oui. Il y avait une équipe à la production du défilé qui devait vous rappeler quelques souvenirs, puisque c'était Alexandre de Bétac qui produisait votre show. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, mais donc j'ai travaillé... pendant toutes mes années chez Dior avec Alexandre de Bétac, et il m'a gentiment suivi dans cette aventure chez Carven. C'est la famille. C'est la famille. Donc il y a Alexandre de Bétac, il y a Michel Gobert. Je suis resté plutôt fidèle, on va dire, avec toutes les personnes qui m'ont vu grandir. J'aurais pu effectivement choisir autrement, mais c'était important, et je pense que c'est important de rester fidèle. Alors voilà, il y avait aussi des petites obsessions. Donc Michel conforté Michel Gobert m'a conforté dans mes obsessions pour la musique et les choix, mais elles étaient là déjà depuis, je crois, depuis le mois d'avril. Je voulais Kim Wilde, donc voilà. Vous allez l'entendre tout à l'heure, vous l'avez entendu un petit peu tout à l'heure, mais vous l'aurez entendu tout à l'heure. Il y avait aussi un décor. Oui, parce qu'il y a toute une... je pense qu'on le verra au fil des mois, peut-être, au fil des années, j'espère. Il y a toute une narration autour des codes ultra français. Donc c'était entre les tapisseries d'Aubusson, les céramiques... j'ai perdu le mot. Valoris. Ah oui, Valoris. Et l'intérieur ou d'un appartement des années 70 ou d'un atelier d'artiste. Bon. Donc il y a tout ça qui se mélange. Il y a avec du... voilà, c'est un peu comme ça. Et du coup, Serge le présente à sa manière, mais moi, je peux vous dire que pour l'avoir vécu, je lui disais tout à l'heure, c'était un moment rare. C'était un moment rare pour des tas de raisons, pour tout ce que Serge vient de décrire, parce qu'il y avait cette ambiance particulière entre la couleur choisie pour le sol, le décor de fond de podium que l'on aperçoit ici derrière, la manière dont était installé le public, le lieu. On était à l'extérieur et on avait l'impression d'être dans un salon, oui. Ce qui était vraiment étonnant. Et puis cette musique, et puis ce défilé magistral, parce que c'est comme ça qu'on l'a vécu beaucoup. Il y avait eu le défilé de maisons concurrentes, Chloé, ou le défilé avec beaucoup d'énergie de Glenn Mertens. Et je le disais tout à l'heure, pour moi, c'était les 3 bananes de la semaine. Chloé, Glenn Mertens et vous. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vécu des moments dans la mode comme cela. Ça nous rappelait des merveilleux souvenirs que d'autres ici nous ont gentiment offert. Je pense à Jean Colonna en particulier, ou Helmut Lang, puisque j'ai eu la chance de vivre ces moments-là. C'était un moment rare. Moment rare pour des tas de raisons. Donc on a parlé du décor. Bon, le décor c'est une chose, mais il y a aussi la collection. La collection, c'était, on pourrait dire avec des mots un peu comme ça faciles, un espèce de festival. Un festival de beauté, un festival de détails, un festival de partage, de générosité. Les chaussures, on était tous là à les regarder parce qu'on avait envie d'en voir encore et encore. Les sacs de la même manière, les vêtements de la même manière. Et c'était vraiment le 360 dont on parlait tout à l'heure. On le voyait et on l'a vécu avec vous dans le défilé. Je vous l'ai dit, je crois qu'on s'est vu juste 2 heures après le défilé. Donc je vous l'avais dit à ce moment-là. Et ça, dans la mode, c'est rare et c'est ça qui est bon. C'est-à-dire que ce qu'il faut que vous appreniez, je vous le dis relativement souvent, c'est que la mode sans émotion, ça n'a pas d'intérêt. On s'emmerde quand il n'y a pas d'émotion dans la mode. Et que si ça raconte pas des histoires et que si c'est pas chargé de culture, d'intelligence, de passion, c'est pas la mode qu'on aime en tous les cas, et c'est pas la mode qu'on défendra avec vous en cours, et c'est pas la mode que les créateurs qu'on aime défendent. Voilà, donc c'était vraiment un moment très particulier, Serge, que vous nous avez offert, et en tous les cas, la maison Carven, on le sent, on le voit, a commencé un nouveau chapitre de sa vie, et c'était beau, et ça faisait plaisir à voir et à vivre.
Merci pour tous ces compliments. Vraiment... mais j'aime bien le mot que vous avez utilisé, festival, parce que c'était, je pense que c'était, j'ai fait quelque chose de spontané et qui pour moi avait tout son sens avec la maison et avec le brief, même parce qu'il y a un brief de maison, on a un positionnement qui n'est pas ultra luxe, et ça c'est aussi nouveau dans moi qui étais habitué à, par exemple, travailler des matières à 100 €, je sais pas le mètre, et ben là on va jusqu'à 25, donc c'est intéressant. Voilà, donc et les vêtements et accessoires ne dépassent pas 1200 €, et ça c'est nouveau, et ça c'est aussi le nouveau challenge à relever. Donc ça j'ai trouvé très, voilà. Ça s'est bien passé. Après, vous étiez content avec le showroom derrière? Oui, on a fait plus 22, je crois. Donc voilà. Plus 22%. Donc on s'était pas trompé. C'est plutôt positif. Donc si on commence avec une première à plus 22 par rapport à l'année d'avant, normalement ce n'est que prometteur. Et avec des nouveaux emplacements, nouvelles boutiques et un nettoyage aussi, parce qu'il faut aussi toujours redorer et redynamiser la maison. Ça veut dire que vous travaillez par exemple ensemble sur les nouveaux projets de boutique, par exemple? En fait, alors moi j'interviens vraiment sur identité visuelle, image, et après on a des conversations où on échange, mais Serge a aussi plein d'autres personnes qui l'entourent, et il travaille avec d'autres personnes sur plein d'autres sujets, parce que je pourrais pas tout faire tout seul, et voilà, et c'est pas l'intérêt, c'est d'avoir plein de personnes comme ça qui nous accompagnent, et Elodie notamment qui est très très importante en tout cas sur la collection notamment, et on donne un peu tous notre avis. Après Serge a quand même un avis très tranché et il sait ce qu'il veut, et parfois on essaie de lui dire mais voilà, peut-être que... Et moi je les engueule. Ouais, mais c'est toujours très sympathique. Et non mais voilà, c'est vrai que c'est ça qu'on cherche, c'est-à-dire que moi je dis toujours, par exemple, mon travail de directeur artistique, il est pas je suis comme un chef d'orchestre, dans le sens où c'est pas moi qui dois écrire la musique, je dois juste la faire jouer. Donc en fait Serge écrit la musique, et ensuite je dois trouver un photographe, un coiffeur-maquilleur, un mannequin. Enfin voilà, oui, on n'a pas parlé de Jack d'ailleurs, qui est aussi oui, une nouvelle Jack génération photographe, des jeunes photographes. Il a 25 ans. Tu connais mieux, vas-y. Bah, lui aussi c'est un sacré génie en fait, Jack Davison. Je ne sais pas si des gens le connaissent dans la salle, mais c'est un Anglais qui a une écriture d'un classicisme. On dirait du Walker Evans ou du Irving Penn, en passant par, voilà, on pourrait tous les citer. Et en même temps, c'est extrêmement moderne. On n'a pas, on n'a pas les campagnes, mais il y a plein d'images. Par exemple, c'est un des rares photographes jeunes de notre génération qui a shooté de nombreuses couves pour le New York Times Magazine, pas le Team, mais le New York Times. Et il est présent dans dans tous les meilleurs magazines actuellement. Comme Le Monde. Quand même Le Monde, ouais, mais bon, et tant d'autres. Et donc, ouais, on a décidé de travailler avec lui. C'était un pari, parce que c'est pas on aurait pu choisir les pointures, ou se dire voilà, qu'on allait vers des choix peut-être plus évidents. Et au final, il a réalisé quelque chose d'assez remarquable. Très instinctif aussi, il a un travail de la street photographie, donc c'est vrai que dès qu'on shoot dans la rue, de toute façon, prévoir au centimètre près, c'est vrai que c'était compliqué, et shooter 30 images en prévoyant, mais bon. Moi je voulais aussi revenir juste 2 secondes par rapport au festival et à la collection, de dire que je trouvais qu'il y avait vraiment une ambition. Et je crois que c'était le terme que j'avais employé la première fois que j'ai vu la collection. J'ai dit waouh, c'est ambitieux, parce qu'il y a un travail assez remarquable sur le détail. Et je trouve que le travail de Serge se distingue notamment par le détail apporté aux choses. Dans les coutures, dans les broderies, dans la coupe, dans les matières, dans les accumulations, dans les plis. Enfin, il y a vraiment quelque chose de particulier qui fait que le vêtement devient tout de suite, et pour moi en image, en tout cas en tant que DA image, c'est un bonheur de travailler avec des vêtements comme ça, parce qu'il y a quelque chose qui se passe tout de suite dans l'image en fait. Il y a une forme, il y a un volume, il y a donc voilà, c'est vrai que c'était un festival, et j'étais assez et les accessoires vont cartonner. On espère. Oui.
Et la conclusion? Ben voilà, non. Moi, j'ai déjà fait un petit peu ma conclusion avec le festival. Moi, ça fait plutôt plaisir en tant que fondateur d'un festival qui parle de jeunes créations depuis 30 ans, qui s'escrime dans un pays qui n'en a absolument rien à foutre, de parler de jeunes créations depuis 33 ans. Donc vous entendre dire que c'est important de faire confiance à des jeunes, ça me fait plutôt plaisir. Je partage votre avis très largement et je continuerai à le faire dans le festival que je dirige. Voilà. Pour terminer, avant de peut-être vous passer la parole, il y a un excellent article de la presse qui est sorti aujourd'hui mais qui va sortir demain. Et je voulais peut-être vous en lire un passage. L'Alumni fait aujourd'hui la fierté de la Aide. Serge Ruffieux présidera le jury du défilé de l'école qui se tiendra vendredi soir à Genève. Cette génération de créateurs est forte et ambitieuse. Elle pense la mode à 360 degrés, des pieds au ciel, vous disiez. J'espère les voir percer en Suisse, à Paris ou à Milan, à mes côtés ou ailleurs. Voilà, donc je pense que c'est une jolie manière de terminer ce moment, passer en famille. On va regarder un petit moment de défilé, parce que je pense que c'est quand même ça qui fait la mode et qui la représente le mieux. Et puis, si vous voulez, après, si vous avez des questions, on sera à votre disposition pour y répondre. Voilà, merci à tous. Merci. Est-ce qu'il est possible, vraiment, qu'une histoire d'amour nous fasse sauter d'un pont? Je suis un montagne. Je suis un modèle. Et viens faire tout le monde. Qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre dans T'as parlé de ton frère hier. Je compte faire en sorte qu'il puisse vivre sa dépression nerveuse en paix. Très drôle.
marchait longtemps sous la pluie. On était trempés, mais on marchait tout doucement comme ça. Moi, je te parlais d'amour, toi, tu me parlais de parapluie. On se revoit quand? C'est toi qui décides, princesse. Si t'as rien à me dire, j'ai rien à faire ici. On se tait alors.